La traversée de la Russie ne commence pas aussi bien que je l'avais espéré. Et ce, pour 2 raisons. La première, j'arrive à Saint-Pétersbourg le week-end de la célébration nationale militaire. Tous les hôtels sont pleins et je me retrouve au milieu de militaires soit à cran, soit alcoolisés. La deuxième, une erreur de date sur mon billet de transsibérien, me force à ne passer que quelques heures à Moscou. Bref, après 48 heures sans dormir, je me présente sur le quai d'un des trains les plus mythiques. Mon trajet dure 5 jours, de Moscou à Irkoutsk. 5185 km, rythmé par les arrêts ravitaillement et les commerces ambulants à même la voie ferrée. Après avoir vu s'éloigner rapidement la grisaille de la ville, il est temps d'explorer mon compartiment. J'opte pour la 3e classe, moins de confort mais beaucoup plus convivial. Il semble que je sois le seul étranger dans ce wagon. Et le mot Franzouski sonne un peu partout, alors les rencontres sont nombreuses, je finis même par fêter un anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Это по-французски. Cinq jours et 5 heures de décalage plus tard, j'atteins ma destination, Irkoutsk. 1, 2, 3. Pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce que je vais y faire. Alors procédons par étapes. Étape 1, trouver un lieu où dormir. Après une longue visite de la ville, je repère un quartier foisonnant de maisons anciennes, témoignant d'une culture russe différente de l'Ouest. J'y trouve le Nierpa Backpacker. Petit et convivial, les rencontres furent aussi intenses que rapides avec les autres voyageurs, ainsi qu'avec le staff, Julia, Katia et Thomas. Je finis d'ailleurs par leur donner un coup de main, puis enseigner le jonglage et le monocycle à Julia, patronne des lieux. Étape 2, trouver quelque chose d'étonnant. J'avoue que je ne m'attendais pas à le trouver dans une église. Je rencontre ici un homme étonnant, et sur un quiproquo, je réussis à m'incruster dans une séance de photos de mariage et monter dans le clocher d'une des plus anciennes églises de la région, pour assister à l'office de celui qui me réveille tous les matins, le joueur de cloche. C'est parti pour 5 minutes de concert privé avec la plus belle vue de la ville.
Étape 3, visiter les bords du lac Baïkal, la plus grande réserve d'eau douce au monde. Dans un premier temps, direction Lizvanka. La première impression est sans appel. Du béton, des hôtels, des attrapes touristes. Mieux vaut s'éloigner hors du centre pour rencontrer des vendeurs de homoul, poissons du Baïkal que l'on fume à même la rue. Orgasme des papilles garanti. Ensuite, un peu de randonnée, sieste à flanc de falaise et camping sauvage avant de rejoindre Anga-Solska. Mais je suis confronté à un petit problème de gare. Pour la petite explication, je devais m'arrêter à une station. La gare russe m'a vendu un ticket avec un arrêt à la station demandé. Et en fait, le train ne s'arrête pas à la station. Donc, du coup, je suis obligé de marcher jusqu'à ma station que j'avais demandé en suivant la ligne de train. Donc là, c'est un chemin forestier. Et la ligne de train est juste à côté. Il m'avait dit de marcher sur les rails, mais c'est un peu tendu là, vu les trains qui passent de temps en temps. Chouhou. C'est parti pour 1 heure de marche pour rejoindre la gare suivante, tout aussi déserte que la précédente, et trouver le chemin vers Anga-Solska avec un plan, disons, rudimentaire. J'arrive d'à côté, je dois dépasser. Logiquement, il y a un tunnel, je le vois pas, mais bon, c'est pas grave. On m'avait dit qu'il y avait des ours loin du lac Baïkal, aux alentours, mais je sais pas dans quelle région. J'aimerais pas en croiser. Difficile d'avancer, la nuit est sur le point de tomber et parfois le chemin disparaît. Putain, c'est quoi ce délire? Je suis paumé. J'ai suivi le chemin, mais je sais pas. Paumé en pleine forêt sibérienne. Si, c'est pas excellent ça. Au final de 3 heures de marche, j'arrive dans le village d'Anga-Solska où apparemment il n'y a quasiment personne. Je rejoins mon camp de base, j'installe ma tente et profite du calme ambiant tout en pensant au lever du soleil demain sur le lac. Les jours suivants sont consacrés à la rando, la bronzette ainsi que l'escalade avec les ados qui travaillent au camp de base. Malgré une communication quasi impossible, l'échange était très amusant jusqu'à ce que la pluie nous surprenne. C'est alors le bon moment pour se réfugier dans le banya, sorte de sauna à chaleur sèche où l'on cuit aux alentours des 100 degrés et où il est possible de se faire flageller pour le bien-être du corps. Après 5 minutes dans la fournaise, le principe est d'aller très vite se jeter dans le Baïkal, passant ainsi de 90 degrés à 13. Salut. Ouais, ça va. Un petit peu fraîche, mais bon. C'est irréversible. C'est saisissant, brutal. Je ne suis pas habitué, j'ai attrapé un rhume.
un autre train et 450 km, et me voici à Oulan-Udé, capitale de la Bouriatie, de l'autre côté du Baïkal. Quelques jours pour trouver le moyen d'aller à Oulan-Bator. L'hiver approche à grands pas, je suis désormais dans l'inconnu total, je jubile. Je meurs d'impatience de passer la frontière. Un dernier au revoir à Lénine, demain, je pars pour la Mongolie.